allons donc présenter la première séance de la journée, l'importance de votre expérience et la capacité de se mobiliser soi-même. Merci à vous tous et à toutes de vous joindre à cette séance interactive. Pendant cette séance, vous pourrez, communiquer votre expérience et nous espérons vous donner la possibilité de trouver la confiance de partager votre expérience et de trouver comment des ressources pour vous mobiliser et vous défendre. Nous connaissons tous l'importance du cancer colorectal, parce que nous sommes tous dans cette auditoire affectés par cette maladie. Pour cette séance, nous aurons Hannah Cohen, spécialiste au soutien des patients à Cancer Colorectal Canada. Anna, pouvez-vous venir à l'écran nous dire un peu plus sur vous-même et ce qui vous amène à nous aujourd'hui? Oui, bien sûr. Bonjour, bon après-midi à tous et à toutes. Je m'appelle Rana, comme Dominique l'a dit. Et tout d'abord, j'aimerais vous dire que je suis la maman de deux petites filles magnifiques de 10 ans et 12 ans. Au moment où j'ai été diagnostiquée au stade 3 du cancer colorectal, j'avais 38 ans et j'étais à une travail social à temps plein avec un enfant de 4 ans et une autre de 6 ans, sans autre problème de santé, toujours active et axée sur la nutrition. Donc vraiment dire que j'étais sous le choc c'est peu dire quand on m'a posé le diagnostic. Je savais que j'allais pas très bien, mais ce diagnostic m'a vraiment époustouflée, moi et mes médecins qui pensaient jamais que j'aurais pu être touchée du cancer colorectal, même que j'avais des symptômes très clairs. Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai changé de voie dans ma carrière pour me pencher vers la défense, la mobilisation pour les patients de cancer colorectal. J'ai récemment accepté un poste à Cancer Colorectal Canada pour établir des soutiens euh, euh, virtuels et psychosociaux pour aider à habiliter les patients et leurs soignants pour qu'ils posent des questions, qu'ils remettent en question des idées reçues médicales et qu'ils trouvent leur voie dans une, un océan de solitude et nous espérons pouvoir aider à fournir des soutiens émotionnels et nous avons déjà un groupe à Kingston, Ontario et dans l'autre région pour les patients du cancer colorectal. Chaque dernier lundi du mois, on se rencontre et nous nous rencontrons dans un groupe le premier lundi de chaque mois. Et nous sommes en train d'établir des séances d'information pour les patients qui viennent d'avoir un diagnostic, date et heure à déterminer. Si vous souhaitez obtenir des informations individuelles ou en groupe, alors écrivez-moi ranac à cancercolorectalcanada.com. Merci beaucoup, Rana. Alors aujourd'hui, on va voir comment on peut raconter notre expérience. Et Rana va, à mesure qu'on avance dans la séance, vous donner des exemples pour que vous soyez tous à l'aise à raconter, partager votre expérience, à reconnaître les choix que vous avez et comprendre les résultats de ces choix pour mieux contrôler la façon dont le cancer colorectal nous touche. Créer vos propres narrations de vos expériences, c'est la meilleure façon de vraiment sauver des vies dans la communauté, mais c'est aussi l'occasion pour chacun de vous sentir habilité par rapport aux actions, mesures que vous pouvez prendre pour vous-même. Et vous comprendrez mieux les conversations que vous devez avoir pour mieux gérer la façon de composer avec le cancer colorectal. Comme Anna l'a dit dans son expérience, il y a des émotions, un raz-de-marée émotionnel qui vous vient quand vous apprenez que vous aviez ce cancer aucun proche. Donc raconter votre expérience est important et on va voir comment ça pourra changer les impacts. Vous êtes un patient à différents stades du traitement ou un soignant ou un aidant naturel ou un praticien du secteur de santé. Alors, avec cet objectif en tête, j'aimerais peut-être commencer en vous permettant de naviguer un peu sur la plateforme et d'utiliser la session de clavardage qui est en haut à droite de votre écran. Une fois que vous aurez trouvé la fenêtre de clavardage, on vous demanderait peut-être d'entrer juste un mot. Et un mot qui décrit comment vous vous sentez personnellement quand vous entendez parler du mot cancer colorectal. Juste écrivez un simple mot dans la fenêtre de clavardage quand vous entendez cancer colorectal. Et donc encore une fois, la fenêtre est en haut à droite de votre écran. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour écrire le mot.
voyons des réponses qui commencent à entrer. On a la famille, maman. C'est intéressant. Il y a des mots, par rapport à des personnes, par rapport à des émotions aussi, la peur, l'inconnu, la tristesse, le mot qui peut être traité, anxiété, stress, tristesse. Donc beaucoup d'émotions qui sont connectées à vos, heu, événements, mais on voit aussi beaucoup d'aspects positifs, qui sont indiqués dans la séance. Vivre, il y a beaucoup d'incertitudes et heu, le fait que le cancer ne peut pas être traité, donc il y a ces sentiments de raz-de-marée émotionnel à le fait que le cancer peut être traité et donc d'autres aspects positifs, d'autres mots positifs. Un mot qui semble revenir souvent dans la session, d'échange de messages, c'est cette tristesse, ce défi, cette anxiété, ce stress. Comme patient vous-même, est-ce que vous quand vous entendez parler de cancer colorectal, quels seraient les mots qui vous viennent? Oui, bien sûr, on peut tout à fait comprendre tous ces mots-là et s'adapter, après 6 ans, quand on commence à reparler de notre expérience, toutes ces émotions nous reviennent quand on commence à parler avec des patients et leur famille. Donc 6 ans après le traitement, le mot qui me vient en tête personnellement, c'est la prévention. C'est là que nos choix de vie peuvent vraiment faire toute la différence. Dans mon cas, il n'y avait pas d'histoire familiale, d'antécédents familiaux, une vie, on avait un style de vie assez sain et moi, j'ai toujours mangé la même chose, que j'avais le cancer ou avant le cancer, toujours les mêmes sandwichs de dinde légère, sans gras et ça pouvait voilà, peut-être faire une différence et je me suis concentrée aussi sur, le soccer, la vie sociale, peu d'activité physique, qui était un autre, facteur de risque, comme le fait de manger de la viande. On peut prévenir le cancer colorectal en sensibilisant sur les choix de vie, et en faisant un choix conscient de faire une autopromotion. Quand on sent intuitivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre corps, on fait le choix d'aller chercher de l'aide, même si on a peur, toujours peur de ce qu'on va découvrir. Donc, quand on n'est pas bien orienté par des professionnels médicaux, encore une fois, on peut choisir d'aller chercher un deuxième avis médical. Il faut avoir confiance dans la connaissance, la compréhension de notre corps et dans notre propre intuition. Merci de ce partage. Vous savez, dans les mots qu'on a vus écrits, il y avait des personnes qui disaient: «Pas moi, ça ne me concerne pas». C'est relié à ce que vous dites, Anna. Donc merci de partager avec toute sincérité votre expérience. Je pense que dans toute situation d'adversité, on peut, avoir un certain sentiment de contrôle sur, nos vies par les choix, les décisions qu'on prend. Vous parlez par exemple de ce que vous mangez à l'école secondaire, les sandwichs de dinde, ça peut être lié et après, en rétrospective, vous vous dites: «Quel autre choix différent j'aurais pu faire pour changer, ma vie?» Donc on peut être habité par les choix qu'on fait. Bien sûr, quand je pense que vous avez commencé, tous à comprendre dans le clavardage qui continue, qu'il y a des mots qu'on voit, par exemple, se sentir trahi ou on a beaucoup de sentiments négatifs, vous vous sentez dépassé, trahi, voilà, la réalité, c'est ça que vous ressentez et c'est normal de réagir comme ça et de se sentir comme ça. En même temps, comprendre nos sentiments, nos émotions, c'est essentiel dans ce cheminement. Ça vous permet ensuite d'exprimer ce que vous ressentez, communiquer sur vos émotions et vos sentiments. Ça permet vraiment de commencer à se sentir habilité et pleine de ressources pour agir. Et on va en parler durant cette séance. Alors, ce qui est super, c'est que nous sommes tous présents ici au sein de cette communauté. Et nous espérons que vous allez pouvoir réseauter, faire plein de nouveaux contacts et
profiter de ce réseautage et vous dire surtout un message clair, c'est que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Peut-être avant de commencer, et vous dire que vous allez pouvoir discuter de tout ça en petits groupes, je veux juste vous décrire ce qu'on entend par l'autopromotion. Chad, notre technicien, vous pourriez peut-être me montrer la diapositive. Alors, il y a plusieurs façons de décrire l'autopromotion, bien sûr. Et encore une fois, voici un peu ce qui trouve un écho avec ceux qui sont patients, ou état naturel ou autre en matière de cancer colorectal. Il s'agit de pouvoir parler pour vous-même, vous défendre et défendre ce que vous voulez. Il s'agit de prendre vos propres décisions. Nous en avons parlé un peu avec Anna, et vraiment, ça concerne votre propre vie. Donc, il s'agit de retrouver le contrôle de ce que vous pouvez contrôler, apprendre à obtenir des informations et voir où aller chercher des renseignements qu'il vous faut pour pouvoir faire partie du processus décisionnel. Et finalement, qu'est-ce qui est important pour vous dans ce cheminement? Connaître aussi vos responsabilités et dans cette expérience, qui d'autre peut vous soutenir? Moi, je dis toujours, qui est la personne que vous pouvez appeler à 3 heures du matin et vous savez qu'ils seront là pour répondre à votre appel et vous allez avoir besoin d'ailleurs de ce soutien pendant votre expérience. Donc, c'est important de pouvoir trouver des personnes que vous pouvez rejoindre, des amis, euh, comme on l'a dit avec Anna. Et je sais pas pour vous, mais moi, je peux vous dire que quand je fais face à l'adversité, c'est difficile de rejoindre de contacter des amis parce que je veux pas être la personne un peu non positive. Moi, je suis une personne positive. Je pense que c'est important que vous pouvez vous entourer, que vous puissiez vous entourer d'amis. Et finalement, il faut donc vous habiliter pour être vous-même le guerrier à ce cheminement. L'autopromotion, c'est très important pour que vous puissiez connaître votre expérience et la partager. Vous pourrez savoir, en ayant toutes les informations, quelle décision prendre, et ça va vous donner le sentiment d'être plus fort et habilité. Alors ici, c'est un outil qu'on veut vous présenter et on vous encourage à l'utiliser. On l'appelle l'outil d'autopromotion. En fait, c'est quand tout vous dépasse, vous avez un tsunami d'émotions, vous retrouvez le contrôle. Ce que je vous demande, c'est penser à votre propre expérience, votre situation. Elle est personnelle et unique. Et demandez-vous dans cette situation, c'est quoi qui est hors de contrôle que vous ne pouvez pas contrôler? Et essayez juste d'enlever ça de votre esprit. Ensuite, concentrez-vous sur quels sont les choix qui s'offrent à vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire à la lumière de cette situation et essayez d'aller comme ça le long de cet entonnoir. Puis la dernière partie, c'est quelles sont les leçons que vous pouvez retirer de ce cheminement qui peuvent vous rendre meilleur, vous renforcer et les leçons que vous pouvez reproduire. Et le tout dernier point, c'est quoi maintenant? Qu'allez-vous faire à présent? Ça vous permet de vous concentrer sur le moment présent, les actions à prendre. Et parfois, quand vous vous sentez dépassé par tout, par vos émotions, reconcentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Et on espère que vous trouverez cet outil utile pour vous donner matière à réflexion. Maintenant qu'on a réfléchi un peu à ce que j'appelle l'état d'esprit de l'autopromotion et qu'on a utilisé notre entonnoir, établissons ensemble les mesures pour l'autopromotion. Et donc, dans quelques minutes, je vais vous mettre en petits groupes et je vais vous expliquer comment on va faire. D'abord, j'aimerais vous demander juste de prendre un stylo, du papier ou peut-être votre téléphone intelligent pour prendre des notes et ça nous permettra de cheminer tous ensemble. J'aimerais qu'on puisse faire cet exercice en groupe et Hannah va nous aider en nous donnant des exemples. Alors, vous avez les questions à l'écran. Voilà la question. Si vous ou une personne que vous connaissez faites face au cancer colorectal, quel était votre défi? Quels étaient vos choix?
et quels étaient les résultats perçus? Donc, vous êtes peut-être encore, aux prises avec le cancer colorectal, vous n'avez peut-être pas encore pris certaines décisions ou fait des choix. Chaque situation est unique et donc ces questions sont adaptées à chacun de vous. Donc Anna, si je vous pose cette question, quand vous avez eu à composer avec le cancer colorectal, quels étaient vos défis? Alors mon défi personnel, Dominique, c'était d'obtenir vraiment mon diagnostic de cancer colorectal. D'accord. Dans le fond, ça m'a pris beaucoup de temps à obtenir, ce diagnostic parce que, comme j'ai dit plus tôt, j'étais jeune et donc ce qui était vraiment difficile pour moi, c'était vraiment d'avoir le diagnostic. Et vous avez dû passer par plusieurs boucles d'étapes pour arriver à ce diagnostic? Oui, j'ai dû poser beaucoup de questions et obtenir beaucoup d'avis et vraiment me défendre moi-même. Merci Anna. Peut-être que sur le chat, le clavardage, on pourrait indiquer la fenêtre sous Anna et moi. Comme ça, je m'assure que l'auditeur euh, pose ses propres questions et écrit ses propres défis également. Encore une fois, on va vous donner un peu de temps et j'aimerais vous demander vraiment d'écrire vos défis. Vraiment, c'est très personnel, ça peut varier énormément. Et comme Anna l'a dit, obtenir son diagnostic, vu qu'elle était très jeune, c'était ça son vrai défi. Donc, quels sont vos défis personnels? Quels ont été vos défis personnels? Et vraiment, dites ce qui est pertinent pour vous, ce que vous vivez. Mettez-le par écrit en répondant donc à la question quel était le défi pour vous ou la personne que vous connaissez en faisant face au cancer colorectal? Si vous ou quelqu'un que vous connaissez, quels étaient les défis? OK. Et bien peut-être Anna, on peut regarder maintenant la deuxième partie de l'expérience d'autopromotion. Quand on a fait face au cancer colorectal, quels étaient les choix faits? Pourquoi vous avez fait ces choix? Et quels sont les choix que vous auriez pu prendre ou faire ou qu'est-ce que vous auriez pu faire autrement? Bien sûr, tout dépend de où vous en êtes dans votre cheminement. Donc si je demande à l'auditoire de réfléchir à leurs propres choix pendant que vous parlez, pourriez-vous nous dire quels étaient les choix que vous avez faits et pourquoi? Mais excellente question. Et dans le fond, les choix que j'ai faits, c'était lié au fait de chercher à obtenir un diagnostic. Je savais que j'avais vraiment quelque chose qui clochait dans mon corps. J'avais toutes sortes de symptômes. Et donc, à un moment, le médecin que je consultais plusieurs fois, euh, à répétition, ne posait pas vraiment de diagnostic de manière à m'aider. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'aller de l'avant et d'écouter mon corps et de vraiment d'exiger un deuxième avis médical. Quand on m'avait dit texto, vraiment, je ne sais plus quoi faire avec vous, on me disait. Donc j'ai dit, bah, quelqu'un finira par savoir et je vais trouver cette personne. Le choix, c'était donc de croire en moi-même et ça, c'est très important. J'ai choisi d'obtenir avec force un deuxième avis médical qui a finalement sauvé ma vie. Oui, effectivement, il faut croire en soi, c'est ça qui fait la différence. Donc, parlons un petit peu de notre histoire. Anna, donc, ce qui est difficile pour vous, c'était d'avoir ce diagnostic colorectal, et elle a décidé de s'écouter et de demander un deuxième avis. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est de réfléchir à ce que vous avez fait. Quelle a été votre décision et pourquoi? Quelques points. Alors maintenant que nous avons vu quels étaient les défis et les choix, parlons un petit peu de la troisième partie. Lorsque vous étiez confronté au cancer colorectal, quelle a été l'issue perçue? Anna?
Vous avez parlé de votre défi, de votre choix, de vos choix, pourquoi vous les avez faits, obtenir un deuxième avis pour avoir un diagnostic, parce que vous saviez que quelque chose n'allait pas. Alors que vous continuez à construire votre histoire, qu'est-ce que vous avez perçu comme issue? Alors, écoutez, bah c'est là, l'issue est là. Je suis là pour vous en parler. Alors, le résultat ou l'issue de mon choix, ça a été que j'ai effectivement eu ce deuxième avis médical. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Enfin, j'ai eu droit à une colonoscopie et on a pris soin de moi sur le plan médical. Merci. C'est intéressant, Anna. Effectivement, c'est une très belle issue. Et moi, ce à quoi je pensais alors que je lisais les commentaires dans la discussion, c'est que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens sont confrontés à la même situation, aux mêmes pensées. Et il y a beaucoup de gens finalement qui sont confrontés au même type de défi. Et le fait de faire partie d'une communauté, ça peut permettre de ne pas se sentir seul et de pouvoir en parler. Merci beaucoup, Anna, d'avoir été si franche, si claire. Si je pense à votre résultat ou à votre issue, donc, quand je pense à cette colonoscopie que vous avez eue, lorsque vous avez enfin eu un diagnostic, comment est-ce que vous vous êtes senti? Alors, c'est une question très intéressante, Dominique, parce que, bon, hormis le choc et le désespoir dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, j'ai eu le sentiment d'être un peu soulagée d'une certaine façon. Il y a des patients jeunes qui disaient, je savais que quelque chose n'allait pas et j'ai eu cette crainte pendant longtemps. Et le fait que j'ai pu enfin avoir un diagnostic, j'avais une voie à suivre, un chemin à suivre. Je me dis, bon d'accord, ça y est, voilà ce que je vais faire. Donc j'ai eu le sentiment d'être davantage euh, en mesure de contrôler la situation. Donc pouvoir contrôler les choses, avoir un peu de pouvoir sur la situation. Alors, la coloscopie, c'était une mauvaise nouvelle parce que vous saviez ce que vous aviez, mais en même temps vous étiez soulagé parce que, bah oui, effectivement, ça me permettait de reprendre un peu le contrôle si je n'étais plus totalement désemparée. Donc, pour revenir un peu à ce que nous disions tout à l'heure, donc vous aviez le sentiment d'avoir plus de contrôle sur la situation, donc ça, vous l'avez utilisé pour construire votre histoire. Alors, ce que je vais vous demander, aux participants dans le public, c'est, alors que vous avez noté vos défis, vos choix et les résultats ou l'issue, je pense que cela peut vous servir de base pour parler de vous, pour défendre vos intérêts, pour en parler aux autres. Alors, bien entendu, tout dépend de à qui vous allez parler. Mais vous êtes tous à un moment différent dans votre histoire. Il y a bien entendu des points communs, mais chacun est à un stade différent de son histoire, hein. Et peut-être que vous n'avez pas encore atteint l'étape des choix ou de l'issue, mais peut-être que vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qu'il serait possible de faire pour pouvoir reprendre un peu le contrôle? Donc, nous allons maintenant avoir les réponses en atelier afin que vous ayez la possibilité de parler de votre histoire. Mais avant de le faire, j'aimerais vous rappeler quelques règles pratiques concernant ces ateliers. Tout d'abord, mettez-vous sur muet si vous ne parlez pas, afin de pouvoir bien écouter les personnes qui s'expriment. Si vous pouvez, et le plus possible, laissez votre caméra allumée, s'il vous plaît, pendant les ateliers. C'est un peu comme si vous preniez le café avec quelqu'un de la communauté, quelqu'un qui est sur ce même cheminement que vous. Alors, s'il vous plaît, faites attention aux autres et on doit bien s'assurer qu'il n'y ait pas d'enregistrement de ces sessions parce que c'est un environnement sécurisé. Donc, c'est un environnement où les gens doivent pouvoir se sentir en confiance, hein, et parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc, c'est vraiment l'occasion de
rencontrer d'autres membres de la communauté et de s'entraîner à raconter son histoire. Si vous ne souhaitez pas parler, pas de problème, vous n'êtes pas obligé, pas d'obligation. Mais ça peut être vraiment l'occasion de réseauter, de raconter son histoire et d'écouter aussi ce que d'autres ont à dire, hein, d'écouter les besoins d'autres personnes. Donc vous avez 30 minutes pour entrer dans la salle d'atelier, faire cet exercice. Donc à nouveau, c'est l'occasion d'avoir un café virtuel, à défaut d'en avoir un en personne. Donc voilà, si vous avez une tasse de café avec vous, écoutez, ça sera encore mieux. Bon, c'est un petit peu tard ici pour le café. Moi, je suis en Belgique, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Nous, on a passé l'heure du café. Alors, sur la partie gauche de votre écran, vous devriez voir un carré qui indique atelier, breakout room en anglais. Donc, vous cliquez dessus et n'oubliez pas qu'il faudra cliquer à nouveau pour revenir ici. Mais pendant que vous serez dans l'atelier, vous devrez également surveiller le temps qu'il vous reste pour la discussion. Donc, profitez-en, profitez du fait que vous serez dans des petits groupes de 10, 12 personnes. Je vous souhaite d'excellentes discussions. Allez-y, cliquez sur la partie gauche de l'écran. Bonne discussion et on se retrouve juste après en plénière. Bienvenue de retour, bienvenue de retour. Voilà. Écoutez, j'espère que tout le monde a trouvé cette session intéressante. Il semblerait qu'il y ait eu quelques soucis avec les salles d'atelier. Je crois qu'il y a des gens qui ont eu du mal à se connecter, malheureusement. Alors, je vous invite tout de même à continuer à les utiliser si vous voulez raconter votre histoire dans l'onglet Converser. Allez-y, n'hésitez pas. Nous pourrons lire un peu ce que vous avez écrit alors que nous poursuivons notre discussion. Voilà, c'est ça, la beauté de la technologie. Malheureusement, parfois, ça ne fonctionne pas exactement comme on le souhaiterait. Alors, l'objectif, c'est d'avoir confiance, de pouvoir raconter son histoire, de défendre ses droits, sa situation. Ce que nous allons faire, c'est continuer à discuter un petit peu de cette histoire d'autopromotion, de défense de ses intérêts. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de quelle façon vous avez utilisé cette histoire avec vos défis, choix et résultats? Je sais que la première fois que nous nous sommes rencontrés, vous avez été vraiment très précise en me racontant votre histoire. Et vous m'avez dit quelque chose qui m'a un peu marqué, c'est que vous m'avez dit que vous ajustiez un tout petit peu votre histoire en fonction de à qui vous vous adressiez, bien entendu. Cela signifie qu'il faut que ce soit pertinent pour la personne à laquelle on s'adresse. Donc on a le même cadre, mais on l'adapte un petit peu en fonction de la personne à laquelle on parle. Alors, je sais que vous m'avez expliqué de quelle façon vous parliez avec le personnel soignant, avec vos médecins. Est-ce que vous pourriez peut-être en parler un petit peu au public? Expliquer de quelle façon vous avez raconté votre histoire, professionnel de santé, médecin? Oui, tout à fait. C'est une partie vraiment importante de l'exercice. Il faut connaître son public, c'est ça qui est important. Il faut savoir à qui on s'adresse, savoir à qui on parle et de quelle façon cela sera perçu. Parce que y aller et essayer de leur faire adopter leur point de vue, c'est ça que vous voulez faire. Mais pour le faire, il faut savoir ce qui va faire écho chez eux. Alors, moi, j'avais une très bonne relation avec mon médecin au moment du diagnostic. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais j'avais travaillé en tant que travailleuse médico-sociale pendant de nombreuses années. J'avais accompagné un grand nombre de patients dans leur parcours de soins et j'avais bien conscience qu'il était important de savoir présenter son histoire, ses expériences d'une certaine façon afin de pouvoir être entendu, écouté, afin aussi de s'assurer que ce soit les bonnes informations qui soient transmises pour recevoir l'aide dont on a besoin. Pour ce qui est du personnel
de santé, lorsque l'on parle de ces soucis de santé, c'est important d'être préparé quand on y va. Ce que j'entends par là, c'est, par exemple, apporter la liste de vos médicaments lorsque vous allez à un rendez-vous. Ça, c'est très important. Comme ça, ils verront quelles sont les interactions, voire peut-être les effets indésirables. Donc, c'est important qu'ils sachent ce qu'il se passe à ce niveau-là. Dans la même idée, des faits concrets. Le régime alimentaire, les habitudes de vie, si vous fumez, peu d'activité physique, euh, perte de poids, gain de poids. Vous pouvez aussi apporter une liste des symptômes que vous avez en ce moment. La fréquence des symptômes, leur gravité. Le personnel médical a besoin d'avoir ces faits qualitatifs et quantitatifs afin de comprendre et ainsi peut-être pouvoir poser un diagnostic. Ils veulent également savoir de quelle façon cela impacte votre vie quotidienne. Par exemple, je ne suis plus en mesure de faire ça, ou je vais 300 fois par jour aux toilettes. Donc, tout ça, ce sont des choses vraiment importantes à dire. Souvent, le temps est assez compté. Donc, il faut être le plus efficace possible. Donc, allez-y en étant préparé. Alors, c'est une chose difficile, mais faites de votre mieux pour ne pas être trop émotif. Pour ça, il faut aller voir vos amis, les membres de votre famille. Donc, il faut peut-être en parler avec ces gens-là avant d'aller voir le médecin, parce que sinon, vous risquez d'être submergé par vos émotions. Et finalement, le médecin va plus s'intéresser à ça, et ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Merci. Écoutez, je vois qu'il y a à nouveau toute une liste des choses à apporter à un rendez-vous. Donc, on essaye de ne rien oublier. Donc, dans cette étape de préparation, est-ce que y aller avec quelqu'un? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez écrit cette liste? Est-ce que vous aviez un petit papier? Les choses étaient sous format écrit? Est-ce que vous l'avez, est-ce que vous avez fait pour l'avoir sous la main ou est-ce que vous aviez quelqu'un avec vous peut-être au rendez-vous? Oui, effectivement, avec la Covid, c'est compliqué maintenant. Le grand nombre de nos patients souffrent vraiment parce qu'ils ne peuvent pas se faire accompagner d'amis ou de membres de leur famille à ces rendez-vous. Parfois, on peut le faire au téléphone, ça peut être une option. Alors peut-être. Donc, parce que c'est toujours bien peut-être d'avoir une deuxième paire d'oreilles, une deuxième voix, donc quelqu'un avec vous si vous êtes au téléphone. Moi, d'expérience, je sais que la première fois que j'y suis allée, alors j'étais totalement désemparée, je dois dire, et ça ne s'est pas passé comme j'avais prévu. Et quand j'ai enfin eu un diagnostic, une de mes amies, enfin une collègue d'ailleurs, en fait, nous travaillions ensemble à l'époque, donc elle savait aussi comment s'adresser au personnel médical. Elle m'a dit, il faut que tu y ailles préparé. Laisse les émotions de côté. On verra ça plus tard. On s'en occupera, mais il faut que tu y ailles avec des questions concrètes. Donc, quand je suis allée voir le chirurgien, par exemple, j'avais une liste de, je sais pas moi, une liste de courses énorme, et je me suis assurée d'avoir une réponse à chacune de mes questions. Et ça m'a vraiment aidée. Et je pense que il y a vraiment eu une différence en fait entre le premier et le deuxième rendez-vous grâce à ça. Oui, effectivement, on a envie d'avoir beaucoup d'informations, pas seulement pendant l'interaction, mais aussi de manière générale. Peut-être des conseils, des lectures que l'on peut faire. Est-ce que ça faisait aussi partie de votre liste? Alors, en fait, moi, j'ai un peu appris sur le tas, en fait, hein. J'ai essayé de faire mieux à chaque fois. On est parfois un petit peu perdu avec toutes ces questions. On ne sait pas forcément comment les prendre. Et alors, il faut faire attention quand même. Tout ce que je peux dire, c'est que bon, écrivez les questions et il y aura peut-être d'autres questions après. Mais écrivez-les au fur et à mesure. C'est un processus continu aussi parce que vous traitez aussi l'information que vous recevez et les questions suivantes vous viendront à l'esprit comme ça au fur et à mesure. Et faites appel à vos amis. Quelque chose qui serait très utile serait par exemple
de participer à la communauté du cancer colorectal. Je ne savais même pas qu'elle existait à l'époque, surtout lorsque on a un cancer à un âge précoce. Et c'est le fait de donner un peu euh, ce pouvoir aux patients aujourd'hui. Ils savent, on leur dit, il y a un groupe, allez-y, parlez à des gens, posez des questions. Et il y a une communauté, différentes tranches d'âge. Et donc là, vous parliez du cancer à présentation précoce. Donc voilà, je vois qu'il y a une liste assez longue. Alors peut-être, on ne peut pas avoir quelqu'un avec soi lors du rendez-vous, mais peut-être faire par FaceTime ou peut-être, si on parle de l'autopromotion à nouveau, comment est-ce que vous parlez de la même chose, mais peut-être avec les membres de la famille qui, eux, sont à l'autre spectre des émotions parce qu'ils sont très proches de vous. Donc, comment est-ce que vous avez fait lorsque vous êtes adressé aux membres de votre famille? Alors, j'avais 38 ans, des enfants en bas âge. C'était vraiment compliqué, je vous assure. Alors, j'ai fait appel aux ressources que j'avais autour de moi. Et les premières personnes que j'informais, c'était mon mari, ma mère, mes frères et sœurs. Ça m'a servi vraiment de base, en fait, une fondation. Et il faut tout un village pour être soutenu. Donc ça peut être des amis, ça peut être la famille. Il faut vraiment s'appuyer sur ces personnes. Et pour l'annonce, alors moi dans mon cas, ma mère malheureusement était avec moi lorsque j'ai reçu le diagnostic. Et je dois dire que nous avons été choqués, eu ce choc toutes les deux en même temps. Et en fait, il n'y a pas eu de moyen de la protéger, en fait, si c'est ce que j'avais voulu faire, en fait. Il faut en parler aux enfants aussi, ça aussi c'est compliqué. Donc, et il y a tellement de documents disponibles. Chaque équipe de soins, chaque équipe d'oncologie, alors toutes ces équipes, en tout cas j'espère, toutes ces équipes ont parmi leur personnel des psychologues, des travailleurs sociaux qui peuvent vous aider aussi à vous entraîner, par exemple, à faire l'annonce, des associations telles que la nôtre qui peuvent aussi jouer un rôle très important parce que c'est vous qui connaissez le mieux vos enfants et c'est vraiment très compliqué de leur annoncer à eux. Donc je pense qu'il faut faire, c'est impliquer les gens, mais les amis, la famille doivent être là pour vous, ils doivent être là pour vous soutenir. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Dominique, on n'a pas envie d'être la personne qui n'est pas positive et personne n'a pas n'a envie de passer du temps avec un patient qui a le cancer qui n'est pas positif. Mais c'est la situation, c'est comme ça. Donc on doit tirer notre force des gens qui sont autour de nous. Oui, vraiment, vous avez tout à fait raison. Il s'agit d'être soi-même, d'être humain et de pouvoir exprimer ses émotions. C'est exactement ce qu'on disait. Et ce n'est pas toujours facile, loin de là. Peut-être que là, à nouveau, pour résumer, si vous pensez à cette défense de vos intérêts, cette auto-promotion et les différents groupes auxquels on s'adresse, quels sont, selon vous, les principaux obstacles, peut-être difficultés? Il faut avoir conscience. Eh bien, tout d'abord, je dirais peut-être qu'il y a l'aspect des sentiments. Lorsque je repense à la première fois où j'y suis allée, j'étais comme ça, quoi. J'étais submergée, il y avait trop de choses. Et la réaction de ce médecin était là, oh là là, attends, oh là, calmez-vous. En fait, je n'arrivais pas à me faire entendre parce que j'étais juste tellement submergée par mes émotions que je n'y arrivais pas. Et ça, c'est un obstacle. Il faut qu'on parle la même langue que les personnes auxquelles on s'adresse, hein. Et on essaye vraiment de faire ça justement à Cancer Colorectal Canada lorsque l'on travaille avec la patiente. On leur dit, on va essayer de trouver une façon pour vous de faire passer votre message, de raconter votre histoire, afin d'obtenir les réponses dont vous avez besoin pour maximiser le temps que vous passez avec les
professionnels de santé. Un autre obstacle, ce serait bah, maintenant la Covid. La Covid a été un véritable obstacle pour tout le monde. Ça a ralenti le système, il a été débordé et je crois que il faut être encore plus calme hein, parce que sinon on va nulle part en fait. Parfois les gens ils, mettent de côté un peu leurs préoccupations concernant leur santé parce qu'ils ont peur. Moi, c'est ce que je me suis dit quand on dit oh, c'est un peu grave s'il y a du sang dans mes selles, c'est pas grand chose. Mais en fait, non, c'était un gros problème. Donc, je crois que parfois, on n'est pas vraiment honnête avec soi-même. Et quand on a une réponse d'un professionnel de santé, on leur dit bah, c'est juste ça, c'est juste ça. Et parfois, lorsque le personnel nous dit mais non, c'est juste le régime alimentaire, c'est juste ça, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Donc voilà, parfois c'est nous qui sommes nos propres ennemis. Il faut savoir écouter son corps. Écoutez, merci beaucoup. Voilà, c'était vraiment formidable de pouvoir co-animer cette session avec vous. J'aurais vraiment adoré pouvoir travailler avec vous dans la même pièce. Et je dois dire que c'est vraiment source d'inspiration. Alors, merci à tous. J'espère que vous avez trouvé cet exercice utile, que vous aurez aussi à votre tour des outils à disposition pour pouvoir raconter votre histoire et défendre vos intérêts. En fait, pour le faire, il faut être à l'aise avec son histoire, la raconter et nous, en tant que communauté, nous pouvons sensibiliser les gens au problème du cancer colorectal parce que ça peut sauver des vies. Merci beaucoup, Anna.